Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Et comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, la fiche de la semaine, Efrika ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brefs du monde de Hello sur notre site ainsi que dans l'Express présenté par Nicolas Cougo et disponible sur YouTube. Nous nous étions quittés sur Bola Latina sur l'ouverture de la phase de poule de Libertadores 2019. Et bien voici venu le temps d'en faire le bilan. C'est le moment de faire le bilan. J'ai plus la chanson de comment ça s'appelle, de Bisso Nabisso. Calmement, on refait le temps chaque instant. Exactement. Bon, on l'a pu, mais vous avez à mon avis retrouvé la chanson, chers auditeurs. Vous l'avez entendu. Je ne serai pas tout seul, comme d'habitude, car la rédaction Sudam de Lucarne Opposée s'est donc à nouveau réunie pour l'occasion, et du Sudam chez nous, c'est pas ce qui manque. À commencer par El Jefe, Nicolas Cougo. Depuis Donlou, comment ça va, Nico ? Bonsoir, messieurs. Bah écoute, ça va très bien. Eh bah écoute, c'est ça qu'on veut entendre, Et du côté de Nice, où il fait peut-être un petit peu plus beau qu'à Donlou, l'autre Nico de la Rua. Comment vas-tu, Nico ? Salut Simon, ça va très bien, bonsoir à tous. Et bien ma foi, vous l'avez entendu, c'est notre hôte, car ils sont devant moi maintenant, hein. On a aussi un studio physique, en chair et en os. Après s'être étripé ces derniers mois, on a sur notre plateau le flamenguista Marcelin Chamois. Salut Simon, salut à tous. Et je l'ai dit, notre hôte que vous avez déjà entendu, le Carbonero Jérôme Le Cygne. Bonsoir à tous. Allez mes chers auditeurs, on va commencer ce podcast en parlant donc en débriefant cette phase de poule de Libertadores. Alors rapidement, je vais vous rappeler le classement de ces groupes. L'international dans le groupe A, l'international de Porto Alegre, brésilien, a fini premier devant River Plate et Palestino, le Chilien, ainsi que l'Alianza Lima qui finit bon dernier. Le Cruzeiro, brésilien dans le groupe B, a terminé premier de son groupe également, devant les Équatoriens d'Emelec, les Vénézuéliens du Deportivo Lara et les Argentins d'Huracan. Dans le groupe C, les Paraguayens d'Olimpia terminent premier devant les Argentins de Godoy Cruz, les Péruviens de Sporting Cristal et les Chiliens d'Universidad de Concepción. Dans le groupe D, Flamengo, ce cher Flamengo de Marcelin, termine premier devant les Équatoriens, encore une fois, de la LDU de Quito. Devant également, il tourne la tête et il est un petit peu honteux, les Uruguayens de Peñarol et devant les Boliviens de San José. Un petit peu de tenue, s'il vous plaît. Dans le groupe E, un nouveau Paraguayen, encore une fois, on va en parler, le Cerro Porteño qui termine premier devant les Uruguayens du Nacional, les Brésiliens de l'Atlético Mineiro et les Vénézuéliens du Zamora. Dans le groupe F, Palmeiras termine premier devant San Lorenzo, ne les donnez pas gagnants, mais ils sont deuxièmes, les Argentins de San Lorenzo. Devant troisième, donc les Péruviens du Melgar, et quatrième, les Colombiens de Junior Barranquilla. Dans le groupe G, Boca Junior, fidèle à sa réputation, termine premier devant l'Atlético Paranaense qui aura fait un beau parcours, on va en parler également, et termine troisième donc le Deportivo Tolima, les Colombiens qui se qualifient pour la Copa Sudamericana, et les Boliviens de Jorge Wilstermann. Et enfin le groupe H, devinez, c'est un Paraguayen qui termine premier devant Libertad, le Gremio, la Universidad Católica et Rosario Central. Pour les huitièmes, River affrontera Cruzeiro, San Lorenzo affrontera Cerro Porteño, la LDU de Quito affrontera l'Olimpia, l'Atlético Paranaense affrontera Boca Junior, et Godoy Cruz Palmeiras, Gremio ira affronter le Libertad, Emelec, Flamengo et Nacional, l'International. Chers auditeurs, la hype de cette Libertadores, ce sont les Paraguayens. 3 clubs engagés, 3 clubs qualifiés et leaders de leur groupe. Les Paraguayens se sont érigés en contre-pouvoir du duo brésilo-argentin. Alors, d'où vient cet époustouflant cru 2019 des Guarani, Nicolas? J'ai pas envie de me la jouer, je vous l'avais dit, mais je vous l'avais dit quand même. D'où il vient? Il vient que ces équipes-là ont assuré une certaine continuité. C'est un petit peu différent pour Libertad parce que le coach a changé entre-temps, mais il y a des points communs entre ces 3 équipes-là. Il y a, j'ai envie de dire, une légende devant,
dans les trois équipes. Tu as Nelson Valdés au Cerro Porteño, Roque Santa Cruz à Olympia, Roque Santa Cruz, l'ancien du Bayern, notamment à Olympia, Taquara Cardoso, l'ancien notamment de Benfica, à Libertad. Et en fait, et autour, tu as des équipes qui sont parfaitement organisées, deux équipes qui sont très très joueuses et qui sont assez proches dans les ambitions offensives que sont Olympia et le Cerro Porteño. Une équipe un peu plus à la paraguayenne, c'est-à-dire plus dans le duel qu'est Olympia et Libertad est plus efficace. Mais après, c'est des équipes qui fonctionnent très très bien. Olympia l'année dernière a survolé, mais d'une façon incroyable, le championnat paraguayen, continue de le survoler de manière encore plus incroyable sur le premier semestre 2019. J'avais prévenu que Olympia avait une mission, un objectif, une véritable obsession, c'était la Copa Libertadores, parce que ça fait 40 ans cette année qu'ils ont décroché leur premier titre. Donc voilà, c'est des équipes qui sont extrêmement solides. Ils avaient des groupes aussi à leur portée, même si Libertad a quand même fait de très beaux coups, notamment en allant gagner. La Universidad Católica et Rosario Central, même si Rosario était malade, on l'avait dit pendant le podcast du brief, c'est quand même, voilà, faut les jouer. Ouais. Il y avait un vrai combat à trois. Libertad, Grêmio, Católica, ça s'annonçait assez chaud entre les trois. Et Libertad a géré. Après, le parcours, ils l'ont géré tous les trois. Cerro et Libertad, si je me trompe pas, ils prennent leurs 12 points sur les 4 premiers matchs. Donc voilà, ils ont réglé leur Libertadores en 4 journées. C'était plié derrière. Ils ont assuré entre guillemets leur première place. Et voilà, c'est des équipes solides, c'est des équipes qui ont des coachs de talent, surtout Cerro et Olympia. Et puis on le sait, tout le monde le sait, tous nos pays entre guillemets de sud-américains le savent, quand tu te prends un Paraguayen dans une compétition continentale, c'est jamais facile, et là tu te prends 3 habitués. Donc écoute, non, c'est une grande satisfaction forcément au pays, surtout le fait de gagner les 3 groupes, parce que c'est pas anodin de finir premier de son groupe. Là les 3 font premier. Écoute, on va voir jusqu'où mène la hype, mais ce que j'allais dire, est-ce qu'on peut les voir aller au bout? Ah bah écoute, en tout cas, il y en a un qui a affiché ses prétentions d'aller au bout, c'est Olympia. Si tu regardes le tableau d'Olympia, ça va leur offrir le vainqueur. S'ils arrivent à se démêler de la Liga de Quito, on en reparlera après, ils vont se taper Boca ou l'Atlético Paranaense, donc déjà en quart de finale, ça va être coton. S'ils arrivent à passer ce quart de finale, ils se retrouvent avec soit du Cruzeiro, soit du River Plate, soit pourquoi pas Cerro Porteño. Voilà, Libertad va revoir Grêmio. Enfin voilà, tu vois, c'est pas évident d'aller au bout quand même, parce qu'il y a du très très lourd en face. Libertad, ils sont quand même dans un côté du tableau où il y a quasiment tous les gros Brésiliens, quoi. C'est là où au final, la limite quand même du fait d'être un club paraguayen face aux gros Brésiliens et Argentins. Bah, c'est la limite que tu vas fixer à tous les autres pays. C'est la limite que Jérôme te donnera pour le national uruguayen. En plus, là, on va arriver sur une période où il va y avoir des départs, forcément. Il va y avoir des équipes chamboulées, forcément. Donc, c'est difficile aujourd'hui de prévoir où ils en seront fin juillet déjà pour les 8e de finale, et alors après fin août pour les quarts, et l'année prochaine, on va dire, pour la fin de la compétition, si jamais ils se qualifient, quoi. Et en tout cas, c'est pas un feu de paille, de ce que tu nous dis, c'est pas une anomalie, c'est pas un feu de paille, c'est les fruits d'un travail de longue haleine qui récolte là. Ouais, c'est des Olympia, par exemple, c'est un effectif très stable depuis, ce qui est assez rare à ce niveau, c'est un effectif très stable depuis 1 an et demi, en gros, puisqu'on est à la fin du premier semestre quasiment, depuis 1 an et demi. C'est un effectif, avec un style de jeu très identifié. Cerro Porteño, c'est pareil, très particulier, qui a mis le temps de se mettre en place, qui a marché sur le pays. Olympia, franchement, regardez des statistiques au Paraguay, en championnat paraguayen, c'est une folie. Ils font des choses qui n'ont jamais été faites avant. Et voilà, ils continuent de marcher sur le championnat, et ils gèrent tranquillement. C'est des équipes qui ont énormément de certitudes, et c'est compliqué de venir bousculer des certitudes. Et enfin, est-ce que, selon toi, cette bonne forme, ce bon travail des clubs paraguayens peut se répercuter sur la sélection Guarani ? Ah voilà, ça c'est la question. C'est la question à 1 000 €. Écoute, si on se base sur l'histoire, en 79, Olympia gagne la Libertadores, le Paraguay gagne la Copa América, justement en surfant sur cette vague-là. Une Copa América qui était particulière. Je ne vais pas aller vous dire que le Paraguay sera dans les candidats au titre pour la Copa América, parce que, pour parler un petit peu vulgairement, c'est tellement le bordel au niveau de la sélection qu'on ne sait pas trop où elle va. Voilà, elle vient de changer de coach, Berizzo vient d'arriver, là on a une ligne
de 40, on sait pas trop où va le Paraguay. Maintenant, est-ce qu'ils vont surfer dessus? C'est compliqué de dire qu'on va surfer sur une première phase de groupe, quoi. Tu vois, on n'est pas encore comme à la grande époque. Voilà, généralement, quand tu arrives à la Copa América, tu avais quasiment fini ta Libertadores. Donc là, tu pouvais surfer sur du positif. Ouais, bah écoute, on espère pour eux qu'ils vont surfer là-dessus et que d'ailleurs ces trois-là iront gêner, puisqu'on le dit, hein, les Paraguayens sont toujours des vraies épines dans le pied pour les gros habitués, hein, les Brésiliens, les Argentins. Sur la route de la finale de la Copa Libertadores, on espère pour eux qu'ils les gêneront le plus loin possible, le plus longtemps possible, et qui peut-être feront un coup, puisque c'est le but de certains. Mais les Paraguayens ne sont pas les seuls à avoir fait très bonne figure lors de cette Copa Libertadores. Avec 2 représentants en 8e, l'Équateur se rebiffe après une Libertadores 2018 catastrophique. Qu'est-ce qui a changé en un an? On rappelle, hein, les qualifiés pour l'Équateur, les Emelec, donc, et vous allez me le rappeler, et vous allez Liga me le de rappeler. Quito. Et la LDU de Quito, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé en un an pour les Équatoriens? Alors, ce qui a changé, surtout pour la LDU en un an, c'est pareil, je vais te dire, c'est un travail sur un petit peu de durée. Pablo Repeto est arrivé à la tête de la LDU, a totalement relancé le club qui allait pas très fort même en championnat. Et voilà, il a reconstruit le club, ils ont décroché un titre. Et voilà, c'est pareil, ça a travaillé sur la continuité. Là encore, un peu comme les Paraguayens, j'ai envie de te dire, la LDU, j'avais prévenu. On se doutait, et Jérôme le sait mieux que tout le monde, on se doutait que Peñarol allait laisser des points en Bolivie. Je savais que la LDU, justement, on va en parler, mais par exemple, la LDU, c'était évident qu'elle n'en laisserait pas. Et ça se joue plus ou moins là-dessus, au final. Et derrière, la LDU, elle a été intraitable chez elle. Elle prend 9 de ses 10 points à la maison. On savait que gagner à Quito, à la Casablanca, au Rodrigo Paz maintenant, mais bon, bref, c'est très, très, très compliqué. Les Brésiliens peuvent le dire, hein, peuvent en attester. Donc voilà, ils ont pris leurs points chez eux, ils ont pris un petit point tranquille à San José. Et la LDU, voilà, Emelec, leur chance. J'étais un peu plus dubitatif sur Emelec, tu vois, au début de la compétition. Leur chance, c'est qu'ils avaient vraiment un groupe, entre guillemets, même si en Amérique du Sud, ça existe moyennement, un groupe plus facile, parce qu'Huracan, ça allait pas fort, et parce que Lara, vu le contexte vénézuélien, voilà. Et au final, voilà, Emelec a profité un petit peu de ça. Il y avait Cruzeiro qui était tout seul dans ce groupe, hein, concrètement. Donc j'attends de voir, je suis un peu plus... Voilà, Emelec, j'aurais presque plus envie de dire, bon, attendons de juger avant. La LDU, en tout cas, elle a fait plus qu'il faut en termes de taf. Mais là encore, c'est pareil, ça va être compliqué sur la durée. Et il y a quelques joueurs de la LDU, je suis pas convaincu qu'ils restent à Quito jusqu'à la fin de la compète. Et oui, ce sera toujours compliqué, même si c'est déjà une belle affaire, une belle performance de se qualifier pour ces 8e de finale pour une équipe équatorienne. On se rappelle, hein, du Barcelona qui était parvenu en demi-finale en 2017. Qui a été éliminé sur tapis vert cette année. Et oui, tout à fait. En barrage. Tout à fait. Nouvelle, on en a parlé un petit peu, hein, on l'a évoqué, Peñarol. Nouvelle désillusion. Jérôme, tu es ici dans un cercle de confiance. Tu peux tout dire, tu peux en parler. On t'écoute. Mais il y a un peu de faute à pas de chance quand même. Parce que quand on est éliminé avec 10 points, quand on prend 4 points contre Flamengo, qu'à 20 minutes de la fin, on est encore qualifié parce que la LDU a mis du temps à marquer les 3 buts dont ils avaient besoin contre San José. Quand on a 9 points après 4 matchs, voilà. Il y a 4 équipes qui sont qualifiées avec moins de points que Peñarol. Et bon, il faut admettre que c'est le football, que des fois, c'est pas toujours le meilleur qui gagne et que c'est la vie. Et oui, parce qu'on le rappelle, hein, Peñarol sort un petit peu après tu l'as dit, après un parcours, ma foi, honorable, et après un petit peu une débandade bolivienne qui ne t'a pas laissé de marbre. Oui, c'est le 5e match. Le 5e match pour les 2 matchs, hein, du groupe qui a son importance. Parce que tout le monde était persuadé que Peñarol allait avoir du mal en Bolivie, mais que Flamengo irait chercher quelque chose à Quito parce que Flamengo était aussi en danger. Et les 2 matchs se sont mal goupillés. Peñarol a perdu. Flamengo qui menait finit par perdre à Quito. Et voilà, c'est la vie. Oh là 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 là, on le sent pas bien, hein, le Jérôme, quand il parle de son Peñarol. Écoute, on va pas t'embêter plus que ça avec les Carboneros. Parce que sinon je vais finir par m'énerver et je vais parler des équipes qui jouent en altitude, des Boliviens qui finissent toujours par prendre des points que chez eux dans la montagne, là. Donc t'as pas envie que j'aille sur ce terrain-là, j'imagine.
Oh là là, il est chaud, il est chaud. Ah, mais voilà, on va te remonter un peu le moral. Je sais que c'est l'ennemi des Carboneros, mais il y a tout de même un qualifié parmi les Uruguayens, l'autre engagé, le Nacional. Le Nacional qui ma foi, c'est bon, voilà, c'est qualifié de manière tout à fait correcte derrière le Cerro Porteño, devant l'Atlético Mineiro, qui on aurait pu penser que c'était un gros, mais on l'avait dit, on savait que c'était pour le coup un peu un homme de paille, un gros faiblard, et donc devant le Zamora, ça c'est les Vénézuéliens, c'est jamais trop difficile. Est-ce que selon toi le Nacional est armé pour la suite de la compétition? Eh ben, en tout cas, ce sera une équipe très difficile à jouer. Quand on voit que c'est l'Inter qui les jouera au prochain tour, je suis pas sûr que c'était le tirage qu'ils souhaitaient. Nacional, il est très très dur, comme on le voit là encore dans cette phase de poule, mais ça fait 2-3 Libertadores où c'est la même chose, où personne leur marque des buts. Grosso modo, hein, j'exagère toujours un petit peu, mais c'est très compliqué de leur marquer des buts. Eux en marquent très peu aussi, hein. Ils se qualifient avec 4 victoires en ayant marqué 5 buts. Donc ça te donne une idée de l'armada offensive qu'ils représentent. Mais ils ont une belle équipe qui vont pouvoir conserver, à mon avis, pour la majorité des joueurs, pour le tour en mois de juillet. Et je pense que les Brésiliens peuvent trembler un tout petit peu. Tu penses ? Je pense. En plus, c'est des retrouvailles historiques pour le coup, parce que c'était la finale de 1980. Et c'est l'un des grands gestes du football uruguayen. Quand il y a 20 40 000, c'est toujours, les chiffres ont tendance à gonfler avec les ans, mais il y avait de très 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 nombreux Uruguayens qui étaient partis au Beira-Mar à l'époque à Porto Alegre. Beira-Mar étant pour nos chers auditeurs le stade de l'International Porto Alegre. Voilà, tout à fait. Et Nacional avait gagné en match aller-retour à l'époque 0-0 au Porto Alegre et 1-0 à Montevideo sur un but de la tête. Donc déjà, la pléthore de buts, comme je le disais à l'instant. Donc je pense que les Brésiliens peuvent avoir un petit peu peur. Je les mettrai pas. Nacional n'est jamais favori, pardon. C'est le cas depuis de nombreuses compétitions et à chaque fois ils sont toujours là quand même en 8e minimum, en quart il y a cela quelques années. Ça peut. Donc toi tu invoques le marqueur historique. Oui, l'histoire joue toujours un petit peu. Surtout avec les Brésiliens. Surtout avec les Uruguayens. Et les Uruguayens. Et les Uruguayens. Pour toi, il y a vraiment l'International Porto Alegre peut vraiment être intimidé par ce souvenir. Intimidé, je sais pas. Non, c'est toujours compliqué. Les Uruguayens sont des équipes très orgueilleuses toujours. Ça peut leur jouer des mauvais tours aussi, mais l'avantage dans ce cas-là, c'est que pour le coup, ils sont pas favoris. Et je pense qu'ils seront extrêmement durs à jouer. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Il faut toujours le souligner à quel point dans le football, mais a fortiori en Amérique latine, la légende et l'histoire des compétitions, des clubs, des passifs de tel club contre tel club peut avoir une incidence très très importante sur le sort d'une rencontre. Et en effet, c'est vrai que la légende peut apporter son grain, son petit facteur dans le moral, dans le mental des uns et des autres, et notamment ici l'international contre le national. Et surtout que Nacional, pour le coup, a l'habitude, là, sur les dernières années, de battre des Brésiliens. Comme là, les 2 matchs de l'Atlético Mineiro. L'année dernière, ils avaient éliminé Chapecoense pour se qualifier. Il y avait le Corinthians en 2016. Il y a 2 ou 3 ans. Ouais. Donc, au-delà de l'histoire des années 70-80, où là, évidemment, Nacional gagne 3 Libertadores dans ces années-là, donc forcément, ils gagnent beaucoup de matchs. Mais même récemment, pour le coup, le Nacional arrive à être une équipe extrêmement solide qui embête beaucoup les équipes brésiliennes. Ma foi. Par contre, donc voilà, on a dit, bravo les Paraguayens, bravo les Équatoriens, bravo au National, bravo au National. Côté uruguayen, en revanche, il est des nations que l'on a l'habitude de voir, au moins pour l'un ou l'autre. En 8e de finale de la Libertadores, il s'agit des Colombiens et des Chiliens qui nous signent un 0 pointé. Et c'est assez inhabituel de leur part. Est-ce qu'on a là un simple accident de parcours ou un signal d'alarme ? On va commencer avec les Chiliens alors. Écoute, les Chiliens, je ne sais pas si on peut parler d'échec ou d'accident.
Jérôme vient de l'expliquer. Vous venez tous les deux d'en parler à l'instant. Il y a un aspect histoire. Les 3 Chiliens qui étaient dans la compétition, leur histoire continentale, il y en avait vraiment qu'un qui en avait une vraie, c'est la Católica. Pour Palestino et Concepción, très franchement, l'histoire continentale, elle va pas très très loin. Et au final, tu t'aperçois que Palestino a assuré tranquillement sa 3e place, est allé même gratter un match nul au Monumental face à River et a été loin d'être, d'être inintéressant. Voilà, Palestino a fait sa compète, a fait ce qu'il fallait. La Católica, elle s'est mise un peu, elle s'est mise dans l'embarras toute seule. Il y a ce fameux match, face à Libertad qu'ils ne doivent pas perdre. Et qu'ils perdent, voilà. Et la Católica, j'ai envie de dire, c'est un peu à la Peñarol, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un match qu'ils doivent pas perdre, ils le perdent. Et derrière, on savait très bien au moment où ils allaient se déplacer au Brésil, à Porto Alegre pour jouer Grêmio, on savait très bien que c'était mort. T'arrives face à Grêmio sur la dernière journée à égalité de points, tu sais que tu gagnes pas. Donc avec Grêmio qui joue sa qualif, tu sais que t'es mort, surtout quand tu t'appelles la Católica. Donc bon, écoute, ils s'en tirent 3e, voilà. Après le 3e larron, c'est Concepción. Et écoute, c'est pareil. Au final, ça passe pas si loin. Concepción en Libertadores. Ouais, Universidad de Concepción en Libertadores, l'histoire elle est minime. Ça se joue sur la double confrontation face à Godoy. Ils perdent la 3e place parce qu'Olimpia lâche le dernier match face au Sporting Cristal. Il y a vraiment, enfin, je veux pas trouver de circonstances atténuantes, hein, mais bon, on parle d'une équipe qui en plus a du mal en championnat ces derniers temps. L'équipe de Francisco Bozan, ça marche pas trop. Voilà, ils font pas une très mauvaise Libertadores. Ils perdent quelques points à domicile. Eux aussi, c'est pareil. L'égalisation d'Olimpia dans les arrêts de jeu, bah voilà, ça leur coûte 2 points et au final, ça leur coûte la 3e place. Sinon, leur Libertadores, elle était plutôt réussie. Ils avaient un match fou face à Cristal. Enfin voilà, bref, c'est pas un échec pour le Chili, franchement. Vu les 3 engagés, on parlera pas d'échec. Voilà, ils s'en sortent pas si mal au final. Là, voilà, on pourra résumer que le Chili n'est pas en 8e parce que c'est par la défaillance de leurs habituels cadors continentaux, qui n'étaient même pas en c'est phase ça. Ouais, qui n'étaient pas là. Tu vois, d'habitude le Chili, on attend plus là où, on attend plus Colo-Colo. Ils n'étaient pas là. Et Colo-Colo, c'est même ramassé en Sudamericana, tu vois. Donc voilà, j'aurais tendance à dire qu'en plus, tu vois, on en avait parlé lors du premier podcast sur la façon dont commençait à tourner la Libertadores, c'est-à-dire au final, ça va finir comme étant une vraie lutte entre puissants, un peu à l'image de la Champions League en Europe. Les Chiliens sont pas dans cette cour-là. Et je pense que la Sudamericana, entre guillemets, est plus taillée pour les équipes chiliennes qu'une longue Libertadores qui en plus s'étale maintenant de février à décembre où ils se retrouvent complètement pillés dès qu'ils ont des bons joueurs. Donc voilà. Ils n'ont pas fait une mauvaise. Franchement, c'est pas le Chili. Je leur trouverai pas de circonstances atténuantes particulières, mais c'est pas un véritable échec. Bon, on va dire passable pour les Chiliens. Pour les Colombiens, en revanche, on avait placé beaucoup de promesses, au moins chez l'un d'entre eux, Junior Barranquilla, qui n'est pas passé, un peu moins dans le Deportivo Tolima, que l'on sait plus petit, plus modeste. Je vais quand même donner l'avis de notre cher spécialiste colombien, Pierre Gerbeau, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, problème technique, ça arrive. Il dit, selon lui, que Junior est puni, que Théo et globalement toute l'attaque n'était pas au niveau, un seul but marqué dans toute la phase de poule, vous avez bien entendu. Il trouve ça logique quand il n'y a pas de projet. Voilà. Les mots sont assez durs. Et quant à Tolima, comme on le dit, un club plus modeste, selon lui, Tolima apprend. Voilà, apprend au niveau continental. La qualif se perd à la maison contre Wilstermann, un club bolivien, où il y a 2-0 pour Tolima, et ça termine en 2-2. Voilà, donc Tolima, selon lui, apprend un petit peu comme ce qu'on a dit sur les Chiliens. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Pierre, Nicolas ? Ouais. Enfin là, pour le coup, il y a un véritable échec, c'est Junior. Ça doit. Enfin, ils perdent leurs 2 matchs face à Melgar. Une fois qu'on a dit ça, voilà. Je veux pas être désobligeant envers les Péruviens, mais on est en train de parler du finaliste de la dernière Sudamericana. Il y avait énormément de, d'ambition entre guillemets pour les suiveurs, pour Junior, qui était vraiment la chance entre guillemets de voir pour les Colombiens, parce que effectivement le Deportes Tolima, on les attendait pas. En plus, le groupe qui se mange, Tolima, avec Paranaense et Boca, c'était dur de tirer son épingle du jeu. Et le Deportes Tolima a franchement fait de belles prestations. Comme dit Pierre, ils apprennent. On les a vus faire, par exemple, une belle mi-temps face à Boca avant de s'effondrer. On les a vus perdre bêtement des points, mais au final, ils finissent 3e. Ils sauvent leur Libertadores par une place en Sudamericana. Junior ne sauve rien du tout. Et voilà, c'est ce qu'a fait Junior, c'est vraiment dramatique et c'est un véritable échec. Pierre l'a dit.
Ils ont viré le coach est parti en décembre, il revient maintenant. C'est son 9e cycle. Il parle d'absence de projet du côté de Junior. C'est carrément ça. On comprend pas cette équipe, on comprend pas ce qu'ils font, on comprend pas ce que fait ce club. Et c'est bien dommage parce qu'en effet, on avait passé, on pensait vraiment que Junior pouvait faire quelque chose, peut-être pas quelque chose comme l'Atlético Nacional en 2016, mais au moins quelque chose d'honorable à l'image de. Ils sont finalistes de la Sudamericana. À l'image de leur Sudamericana 2018. Voilà donc pour les Colombiens et les Chiliens. Allez, on va en parler quand même au bout d'un moment. Tout le reste de cette Libertadores, les Brésiliens et les Argentins, puisque ça représente presque la moitié, voire la moitié du contingent, qui se sont presque ou tous qualifiés. Sans surprise, ils ont laissé, on va dire, ce que j'appellerais les moins méritants d'entre eux derrière, ou les plus malades, à savoir pour les Brésiliens, l'Atlético Mineiro, pour les Argentins, le Rosario Central et Huracan. En l'état des choses, on va commencer avec les Brésiliens, en l'état des choses, et compte tenu de son adversaire, j'ai envie de dire que seul Palmeiras paraît bien engagé pour se hisser au moins au tour suivant. Qu'est-ce que tu en penses, Marcelin ? C'est vrai que tous les 8e sont assez équilibrés, même si je mets les Brésiliens quand même en favori. Palmeiras va jouer Godoy Cruz, qui est le plus petit des Argentins qualifiés au final, le club de Mendoza. Ouais, donc Palmeiras, je les vois assez favoris. Mais sinon, c'est vrai que pour les autres, il va y avoir déjà des très beaux matchs dès les 8e de finale. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai que le River Cruzeiro, par exemple, celui-là, on l'attend avec impatience. D'autant plus qu'il y a un passif entre River et Cruzeiro. River avait éliminé Cruzeiro en 2015, après avoir été défait au Monumental, mais avoir gagné au Mineirão 3-0. Cruzeiro voudra probablement se venger. Qu'est-ce que tu as pensé de ton Flamengo chéri pendant cette phase de poule ? Ça a été très difficile quand même. C'est vrai que la qualification s'est jouée à la fin. Je pense que Peñarol aurait pu faire quelque chose, mais c'est vrai qu'avec le carton rouge, en plus les 2 buts après de la LDU, ça sentait assez mauvais. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Dans le match, ils auraient pu gagner dès la première minute. Il y a Gabigol qui a une occasion, donc ils auraient dû s'assurer cette victoire. Et même avant, dans les matchs avant, il y avait quand même mieux à faire, parce que là, c'est vrai qu'ils sont pas passés loin d'une nouvelle désillusion. Grêmio, parlons un peu de Grêmio. Grêmio a du mal à démarrer son championnat. Ils sont dans les bas-fonds, ils sont pas dans les relégués, dans la zone de relégation, mais d'ailleurs, si, je crois qu'ils sont dans la zone de relégation. Bon, il n'y a que 4 journées de passé, mais quand même, c'était pas dit pour Grêmio, qui est normalement l'un des favoris au titre. Grêmio affrontera, et ça va pas être facile du tout, le Libertad. Est-ce que le Grêmio est en danger ? Ouais, je pense que ça va être difficile aussi. On l'a vu en poule, ils ont eu du mal avec une défaite contre Libertad. Ils ont eu du mal aussi à se qualifier. Ils ont dû attendre l'avant-dernier match pour vraiment se mettre en position favorable. Après, ça reste l'un des meilleurs effectifs de la scène continentale. Donc, pareil, je pense à un match compliqué, mais favori quand même, je les place favoris. Ils ont 2 mois pour se réveiller, c'est ça l'avantage, c'est que les 8e de finale débutant en juillet, ils ont le temps de lancer la machine et peut-être se réveiller. Moi j'ai envie de parler maintenant du côté brésilien d'une équipe un peu modèle, qui fait de très belles choses depuis l'année dernière, puisqu'on a parlé de Junior, qui était finaliste de la dernière Copa Sudamericana. Il y avait en face le vainqueur, donc l'Atlético Paranaense, qui est, un éternel outsider, on l'a dit dans le guide, du côté brésilien. Ce n'est pas un gros, mais c'est une équipe qui travaille bien, le club de Curitiba, et qui a fait une magnifique phase de poule, qui aurait pu terminer premier jusqu'à la dernière journée et ses défaites contre Boca Juniors, et qui va retrouver Boca en 8e de finale. Ils ont gagné chez eux contre Boca, ils ont perdu contre Boca sans démériter. Est-ce que l'Atlético Paranaense peut le faire ? C'est un monstre, Boca. Je pense aussi, dans le guide au début, je les ai mis un petit peu en dessous par rapport aux autres, par rapport au début de saison qu'ils avaient fait, où ils sont passés un peu à côté dans le championnat estadual. Mais c'est vrai que là, ils ont fait une superbe Copa Libertadores. Ils perdent la première place à la dernière minute, mais ils ont fait des matchs très solides. La victoire contre Boca Junior, c'était magnifique. Donc ils peuvent. Après, il y aura le match retour qui sera à l'extérieur. Et puis aussi peut-être
l'effectif qui sera un peu diminué, parce que Thiago Heleno et Camacho ont été suspendus, enfin vont être suspendus pour dopage. Et là, par contre, l'Atlético Paranaense, ça peut être l'une des seules équipes brésiliennes qui va perdre des joueurs au mercato, avec Bruno Gomares, Renan Lodi, Léo Pereira aussi, qui peuvent partir en Europe. Donc, c'est les seuls Brésiliens qui peuvent perdre une partie de leur effectif. Donc, ça dépend de ça aussi, mais ils l'ont montré du coup en poule contre Boca qui peuvent faire quelque chose. Et oui, parce qu'on l'évoquera, si les équipes ont 2 mois pour se préparer, certaines pour se réveiller, on l'a dit pour Grêmio, elles ont aussi 2 mois pour perdre pas mal de joueurs, puisque le mercato, au moins les tractations de mercato en Europe auront commencé. L'Atlético Paranaense, qui travaille très très bien sous l'égide de Thiago Nunes, risque en effet de perdre certains joueurs. On a oublié, non, on en a parlé relativement longuement de l'international et du national. Voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses sur cette équipe. Est-ce que toi, Marcelin, l'international, qu'est-ce que tu répondrais à Jérôme au sujet de l'international ? Est-ce que tu les sens assez fébriles, ce groupe qui revient quand même de Série B, qui l'année dernière était promu et a fait tout de même un championnat très solide, qui semble être une équipe très solide mentalement? Est-ce que tu les vois céder face à l'histoire ? Et juste, alors l'équipe se rendra à Montevideo avec un joueur qui a été formé au club de Nacional, Nico Lopez. Qui est vraiment un joueur qui a un tatouage du Nacional, Bolso identifié à 100%. Donc ce sera un beau retour pour lui. D'ailleurs, Nico Lopez, je crois qu'il a marqué contre le Corinthians et Palmarès quand il était revenu en 2016 au National. Du coup, ça va être les 3e retrouvailles face à l'Inter avec Guerrero au premier tour et d'Alessandro avec River. Sinon, pour l'International, je les ai trouvés... ils ont mis 14 points, je crois, donc... c'est ça. Ils ont été bons, mais je les ai trouvés avec moins de maîtrise que Cruzeiro ou Palmeiras, par exemple. Donc je pense qu'ils peuvent être aussi en difficulté face au National qui prend très peu de buts dans cette Copa Libertadores. Voilà, après, l'effectif de l'Inter aussi, il est très bon. Il y a Nico Lopez qui fait une grosse saison encore. Donc pareil, je les vois favoris, mais ils peuvent être en danger, comme un peu les autres Brésiliens. Nico Kugo, toi qui as un œil un petit peu sur tous ces championnats, Flamengo affrontera Emelec, le Grêmio, le Libertad, et je l'ai aussi en face de moi, nom de Dieu, nom d'une pipe. C'est tout ce que je voulais dire. Grêmio affrontera un Paraguayen et Flamengo un Équatorien. C'est un petit peu les plus grosses inconnus que l'on a. Est-ce que tu penses, selon toi, que les gros Brésiliens que sont Grêmio et Flamengo peuvent être embêtés par ces 2 clubs ? J'ai un peu plus de mal à voir Emelec embêter sérieusement Flamengo. Je vais juste donner une statistique. Ils se sont affrontés 6 fois au cours des 7 dernières années. Flamengo a gagné 5 matchs. Voilà. Donc on parlait de l'histoire, on parle souvent de l'histoire. Il y a un vrai déficit côté Emelec. Surtout qu'Emelec, je disais, est dans une phase de construction, est un petit peu plus en retard par rapport à son compatriote qui est la LDU. Et Flamengo est quand même, pour moi, un vrai cran au-dessus d'Emelec. Ça va être beaucoup plus intéressant en termes de plus serré, je pense, entre Grêmio et Libertad. Même si j'ai trouvé que Grêmio n'a pas été si convaincant que ça, mais monte un peu en puissance. Et j'entendais Marcelin qui parlait de maîtrise. Voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine maîtrise dans cette équipe-là. Donc, et que ça monte tranquillement, ça gère en fait. C'est la sensation de gestion qu'on a eu aussi avec Libertad. Je pense que Grêmio est plus en danger que Flamengo si on doit focaliser sur ces 2 matchs-là. Passons maintenant aux Argentins, ma foi, puisque on n'a pas parlé encore du Palmeiras Godoy Cruz, qui est sûrement l'affiche la moins équilibrée de ces 8e. Tu le disais dans ta petite brève sur la sortie de ces 8e, la publication de ces 8e, Nicolas, sur le site. Godoy Cruz qui est le plus petit des Argentins, Palmeiras qui est le plus gros des Brésiliens, l'un des plus gros, j'en ai un devant moi qui fait une moue de mécontentement, oui, Palmeiras est sûrement l'un des plus gros de cette compétition et du Brasileirão, bref. Est-ce que, Nico de la Rua, est-ce que tu vois Godoy arriver à nous ressortir un scénario à la David contre Goliath ? Dans l'absolu, c'est possible. Ça va être extrêmement compliqué. C'est un outsider qui part de très loin. Mais sans faire tâche, ils ont réussi quand même à se qualifier déjà pour les 8e. Ils partaient de très loin. Et au final, ils finissent premier ex-aequo et au goal average, ils finissent à la 2e place. Donc, Lucas Bernardi, il a construit une équipe assez solide et
et qui n'abandonne pas, donc elle ferme pas mal le jeu, et elle s'appuie sur 4 jeunes, un jeune par ligne, Roberto Ramirez dans les cages, Cardona en défense centrale, Andrada au milieu, Gonzalez en attaque sur un côté. C'est vraiment 4 jeunes qui donnent quelques chances, quelques espoirs à Bernardi pour se qualifier contre bien plus fort que lui. Sur le papier, il n'y a pas photo. Maintenant, sur un match aller-retour, tout reste possible. On va en reparler rapidement. C'était pas trop une surprise au vu de ce qu'on avait dit lors du brief du dernier podcast donc sur la Libertadores. Ça ne passe pas pour Rosario Central qui est malade et Huracan, comme on l'a dit, pas une surprise, non ? Non, on l'avait prédit, on l'avait senti. On est même plutôt content de voir que 4 Argentins sur 6 ont réussi à se qualifier. On était plutôt parti sur 3. Et Huracan, oui, ça a pas matché du tout avec Antonio Mohamed, qui s'est fait virer depuis. Donc ouais, non, le Globo, il a pas réussi. Il finit dernier, même pas qualifié en Sudamericana. Même chose pour Rosario Central, qui n'a pas existé, même en changeant d'entraîneur en récupérant Diego Coca. Ça n'a pas fonctionné non plus, et c'est pas une vraie surprise, hein. En championnat, c'était déjà très compliqué. Huracan a fait que sombrer depuis janvier, et Central a vécu une Superliga très très compliquée. En revanche, un autre qui s'était bien fait démonter dans le podcast de préparation et qui a su nous faire mentir, c'est le San Lorenzo, qui termine second de son groupe et qui a même battu Palmeiras chez lui. Ça va beaucoup mieux pour eux, pour les Cyclones. Alors la qualif est exceptionnelle, c'est vraiment incroyable. Ils sont pourtant complètement à la rue. C'est en termes de jeu. Tu persistes, San Lorenzo se qualifie, mais toujours à la rue. Ils terminent, je crois, 20e en championnat. Ils ont viré 2 fois de coach. Almiron, qui fait ses valises cette semaine. Ils n'arrivent pas, ils produisent pas de jeu, ils produisent rien du tout. C'est triste à pleurer. Mais ils ont réussi. Ils ont fait le match de l'année, pour eux en tout cas, leur meilleur match contre les Colombiens de Junior, où ils gagnent 1-0 sur un but de Martinez qui jouait encore en 2e division au Deportivo Morón en début d'année. Il arrivait en janvier donc à San Lorenzo. Donc c'est vraiment miraculeux. La belle victoire par contre contre Palmeiras, c'est vraiment là-dessus qu'ils se qualifient. Et après voilà, Melgar, ils prennent 4 points en 2 matchs sur Melgar. Et ils finissent par assurer une belle 2e place qui est vraiment une belle surprise dans un club en crise où ça licencie à tour de bras, où il y a une grande crise économique dans le club. Je pense que là, il va y avoir énormément de départs de joueurs. On ne sait pas encore qui sera nommé. Donc une qualif heureuse, mais je pense que ça pourra pas aller plus loin malheureusement. Mais San Lorenzo affrontera Cerro Porteño, donc si c'est l'équipe aussi médiocre que tu le dis, ça risque d'être compliqué, parce qu'on a vu que les Paraguayens étaient particulièrement affûtés. Ouais, ça va être très très compliqué, un duel de cyclones, mais je pense qu'il tournera à l'avantage, malheureusement pour les Argentins, mais il tournera à l'avantage des Paraguayens. Je pense pas que San Lorenzo, en tout cas en l'état actuel, aujourd'hui, ne soit en mesure de rivaliser avec eux. Tu es d'accord avec ça, Nicolas Cougo? Le Cerro Porteño est vraiment plus costaud que ce San Lorenzo? Ah oui. Bah après, la chance de San Lorenzo, c'est que c'est dans 2 mois. Donc, ils ont le temps de commencer à construire quelque chose. Enfin, construire. Nico disait, on misait peut-être sur 3 Argentins en 8e. J'aurais presque envie de dire, on misait presque que sur 2 parce que, voilà, San Lorenzo, c'est un miracle. Franchement, c'est un miracle. Nico l'a dit. Sur le papier, après, du point de vue historique, San Lorenzo a gagné la Libertadores en 2014 sans vraiment convaincre non plus. Ils ont quand même quelques miracles quand ils gagnent cette Libertadores, notamment en finale face au Nacional paraguayen. Avec
Avec les stats de Bauza aux commandes du San Lorenzo en plus, si je ne m'abuse. Ouais, avec les stats. Ouais, mais voilà, mais franchement, la finale, ceux qui se souviennent notamment de la finale retour, ils gagnent grâce à un penalty d'Ortigosa, mais c'est un miracle, ils doivent la perdre 20 fois cette finale. Mais bon, bref, on verra, c'est loin, hein, c'est dans 2 mois, il y a le temps on connaît les Argentins, hein. Là, San Lorenzo, ça va bouger dans tous les sens, Nico l'a dit, on est en train de parler d'un retour de Pizzi, lui est capable de construire quelque chose en 2 mois, je suis pas convaincu, surtout qu'on va tomber sur la trêve de la Copa América, donc oui, sur le papier, San Lorenzo face au Cerro Porteño, waouh, bon courage. Et ils sont quand même sur une grande crise économique dans le club, où il y a de grandes chances qu'ils soient interdits de recrutement. Ça peut compliquer les choses, où ils ont vraiment pas un centime, et pour reconstruire une équipe, il va falloir bien vendre et ça va être compliqué. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ça va être, on va voir. C'est l'inconnu, hein. C'est un miracle de les voir en 8e, et maintenant on est passé à l'étape. Ok, on digère le miracle et on passe à quel San Lorenzo on va retrouver fin juillet. C'est la grande question. Et oui, c'est le miracle des loups dans une compétition, on l'a dit, qui est marathon. Et il y en a 2 qui savent très bien les courir, ces marathons. Côté argentin, il s'agit des 2 derniers qualifiés. Et bah oui, hein, c'est comme d'habitude, c'est River qui jouera Cruzeiro et Boca qui jouera l'Atlético Paranaense. On l'a dit, 2 épines dans le pied. J'ai envie de dire surtout pour Boca, mais ce sont, voilà, on ne le dira jamais assez, des équipes rodées, des monuments qui savent tout à fait gérer leur compétition, aussi longue soit-elle, pour arriver au bout. Ça va être compliqué, mais est-ce qu'ils sont vraiment armés pour leur 8e, River et Boca ? River, déjà, leur qualif, elle a pas été simple, hein. Certes, ils n'ont pas perdu un match, mais ils ont commencé par 3 nuls. Ils ont joué des matchs à huis clos à domicile où ça a été un petit peu compliqué. Ils ramènent un point de Lima sur un golasso, sur un coup franc à la 96e minute. Il y a eu plein de petites situations qui prouvent que certes l'équipe ne le lâche pas, mais elle est pas encore flamboyante. Elle le sera peut-être, mais pour l'instant en tout cas elle ne l'est pas. Donc la qualif est bien acquise. Contre Cruzeiro, pour moi, j'imagine une qualif, mais compliquée, hein, presque à l'arraché. Ça va. C'est pas encore le River qui rayonne et qui régale. Donc ouais, ça va être compliqué quand même pour River, même si je pense qu'ils sont un cran au-dessus de ce Cruzeiro. Et côté Boca, c'était plutôt tranquille. Ils ont bien géré leur début de compétition, donc ils étaient toujours dans le bon wagon. Ils n'ont pas eu trop à cravacher. Ils sont qualifiés plutôt logiquement. En arrachant donc la première place dans un duel lors de la dernière journée face à l'Atlético Paranaense. Voilà, c'était un match important qu'ils ont fini par gagner, mais voilà, ils vont retrouver ces Brésiliens au tour suivant, en 8e, et ça va pas être simple parce que Marco Ruben, mine de rien, il a marqué 4 buts en 2 matchs contre Boca, là. Et oui. Donc il a de quoi faire peur, je pense, à Alfaro et à toute l'équipe de Boca qui ne rassure pas vraiment dans le jeu encore, hein. Et oui, le Furacan de Curitiba peut y croire, c'est-à-dire que Boca leur a montré qu'il était possible de les battre, ils peuvent y croire. Ah, tout à fait, ouais, non, il y a de quoi y croire. Les Bosteros, pour l'instant, ils n'ont pas un grand rythme de jeu, ils proposent pas énormément de choses. Il s'appuyait surtout sur Bebelo Reynoso qui s'est blessé. Donc c'est surtout par des à-coups, par des éclairs de génie, comme souvent avec Boca, hein. C'est solide. L'équipe d'Alfaro est solide. Et devant, il y a des génies. Il y a Zarate qui régale, qui a une grande forme, qui est en forme incroyable. Donc Boca, ils ont les moyens aussi largement de passer, hein. Ils ont l'équipe pour. Là aussi, c'est dans 2 mois. À Boca, 2 mois, c'est très long, c'est immense. Ils vont vendre encore. Voilà, il y a des rumeurs mercato qui sortent dans tous les sens. Donc voilà, ils vont certainement. Tu parles de 2 mois, tu parles de rumeurs mercato. Et moi, je t'ai coupé sur ton Boca, je vais te laisser terminer. Mais après ça, j'ai envie de parler rapidement parce que ça peut être long, d'une inconnue côté River. C'est que, est-ce que dans ces 2 mois, River, et c'est très important, peut perdre Gallardo? Non, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. Si River avait perdu au Chili contre Palestino
c'était possible, c'était Même probable. Même pas. À la limite, c'était envisagé. Enfin, Il y a des éléments personnels de la vie de Gallardo qui font qu'il ne quittera pas Buenos Aires cet été. Ouais, et puis surtout avec l'hypothétique. Cela ne me regarde pas. Non, bah, il va être papa. Donc, à partir de là, c'est pas compliqué. Tout le monde le sait en Argentine. Il y a que les journalistes français, enfin, certains journalistes français qui veulent pas le dire. Il va être papa. Donc, il ne veut pas partir, voilà, tout de suite. Il peut pas partir tout de suite. Donc, voilà. Bon, c'est aussi simple que ça. Pour River. Eh bien, ma foi, du coup, River, Boca, comme d'habitude, on les attend au virage de mi-parcours, on va dire, de ce marathon qu'ils souhaitent tous les deux terminer. On sait qu'ils souhaitent tous les deux terminer, évidemment, champions. On rappelle que cette fois-ci, le tableau fait qu'il n'y aura pas de Super Classico en finale. Boca et River étant dans le même tableau, on aura éventuellement une demi-finale. Eh bien écoutez messieurs, on va se quitter quand même, avant de se quitter plutôt, on va toucher un petit mot des pierres de Coubertin de la Libertadores, les Péruviens, les Boliviens, les Vénézuéliens, qui auront fait office, comme d'habitude, comme trop souvent, de sparring partners, ou au mieux d'arbitres lors de cette phase de poule. Qu'est-ce que vous retenez de leurs prestations ? Encore une fois, tu veux pas mon opinion sur les Boliviens? Si, vas-y, vas-y. Non, mais ils embêtent toujours en jouant très bien à domicile, et parce qu'ils savent le faire, parce que c'est leur stade, parce qu'ils sont dans des conditions qu'ils connaissent, évidemment. Et il y a des équipes qui arrivent à les jouer. Flamengo les a battus là-bas, il me semble, 1-0. Donc, et même Wilstermann joue très bien, ne fait pas une mauvaise compétition. Mais voilà, il y a certaines équipes qui n'arrivent pas à les jouer convenablement. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'autre que des performances épisodiques pour les membres les clubs de ces trois pays-là ? Franchement, je pense pas. On parlait tout à l'heure pour les Chiliens de la Sudamericana qu'il aurait peut-être plus taillé pour eux, parce que sur des longs marathons comme ça, bon, les Vénézuéliens cette année c'est particulier. Hein, il y a tout un contexte. Voilà, c'est. J'ai presque envie de les mettre à part, et par exemple de saluer ce qu'a fait le Deportivo Lara qui claque la 3e place. Les conditions de vie des footballeurs, et pas que au Venezuela, font que 3e de leur groupe, c'est quand même immense. Et, je crois qu'ils jouent le Corinthians en Sudamericana. Donc voilà, eux, ils ont vraiment réussi leur parcours. Après, les autres, voilà, le Cristal a fait une belle, pour les Péruviens, a fait une bonne campagne. L'Alianza Lima, c'est un échec, mais voit le groupe dans lequel ils étaient. Ils auraient pu envisager que la 3e place. On l'avait dit au début de la compétition. Je pense que c'est des équipes qui se battaient pour viser une 3e place et rien de plus. Donc certains, ils sont arrivés, Lara, le Sporting Cristal. Et d'autres n'avaient pas forcément les moyens. Zamora joue la 3e place presque jusqu'à la fin. Au dernier match, ils peuvent doubler. S'ils battent l'Atlético Mineiro, ils sont 3e. Donc voilà, ils n'ont pas fait de mauvaise compétition, mais je pense qu'ils sont plus taillés pour la Sudamericana que pour la Libertadores. Et maintenant, ces Golgoth surpuissants continentaux. Très bien. Eh bien, écoutez, on va terminer par un tour de table sur ce que vous retenez de cette phase de poule de Libertadores. Honneur à nos invités de longue distance. Eh bien, du coup, kilométriquement, celui qui est le plus éloigné de notre point d'enregistrement, il se trouve à Nice. C'est Nico Delajoie. Ouais, moi, ce que je retiens, c'est surtout 4 Argentins qui arrivent à se qualifier. C'est quand même incroyable. On espérait 3, on était à peu près sûr de 2, et au final, on en a 4. Donc c'est plutôt une bonne surprise pour l'Argentine, même si à la sortie de ces 8e, il devrait en rester plus que 2, en toute logique en tout cas. Et toi, du coup, l'autre Nico, qui est à Donlou en Bretagne, que tires-tu comme enseignement de cette phase de poule ? Écoute, j'en tire 2 enseignements. Le premier, c'est que les puissants sont là, les puissants seront toujours là, vont finir par régler les comptes entre eux à la fin de la compétition, sauf catastrophe. Mais bon, voilà. Et puis, j'en retiens le sans faute magnifique du Paraguay. Ça, c'est une vraie bouffée d'air frais, justement dans cette lutte contre les puissants, et la présence des deux Équatoriens, notamment de la Liga de Quito, que j'aime particulièrement. Passons maintenant un petit vent de Brésil avec Marcelin. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette phase de poule ?
Du coup, les Brésiliens qui étaient favoris, qui ont répondu présent. Et puis avec le tableau des huitièmes de finale, on pourra peut-être dire qu'il y aura au moins un club brésilien en finale, juste à partir des quarts de finale. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de tableau, hein. Il y a tellement de qualifiés qu'on peut vraiment espérer ou se projeter en disant qu'il y aura probablement un Brésilien en finale, mais pas forcément vainqueur, Jérôme, parce que peut-être que le national pourra faire quelque chose. Honnêtement, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent le faire sur un match, comme il y a 3 ans, comme tu disais, contre le Corinthians. Ils le feront pas pendant 4 matchs. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas battre premièrement l'international, après Flamengo le tour suivant, après Grêmio en demi, et après tu prends n'importe lequel, Cruzeiro en finale, et ils pourront pas, c'est pas possible. Éventuellement, ça va être, il y a 90% de chances pour que ce soit un Brésilien qui gagne les Libertadores. Ils sont 6 et ils se croisent même pas entre eux pour les 8e de finale. Donc c'est un peu devenu la Coupe du Brésil. Tu m'as pas posé la question à laquelle j'avais la réponse de toute préparée, donc je vais y répondre quand même. Qu'est-ce que je retiens de la phase de poule de Libertadores ? J'allais le faire. Et je vais retenir un but de Lucas Viatri à la 83e sur une tête un peu agonique au Maracana et pleurer à 4h du matin en se disant que c'est magnifique. Que c'est de l'émotion, comme on discute souvent avec Nicolas Cougo. Et toute ça, la rédaction du ça vaut Posé. beaucoup plus que n'importe quelle qualification. Alors, évidemment, moi, parce que je suis supporter de Peñarol, je vais dire ça. Mais je souhaite que toutes les équipes qui continuent de le jouer là, puissent vivre un moment comme ça, même s'ils sont éliminés après, peu importe. Bah, c'est l'émotion qui compte. C'est-à-dire qu'après, il n'y a toujours qu'un seul vainqueur. Et dans toutes les compétitions... On a tendance à voir le vainqueur. Maintenant, quand on voit le PSG a loupé sa saison, ils sont champions de France. Le Bayern a loupé sa saison parce qu'ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné, la Ligue des Champions. Tout le monde voit que la victoire de nos jours. Alors que ça, c'est important, mais tout le monde ne peut pas gagner. Et surtout dans les pays, il y a des pays où on peut encore moins gagner que dans d'autres. C'est-à-dire qu'évidemment, on disait les pays un peu de seconde zone, comme disait Nico tout à l'heure sur les équipes chiliennes, pardon, je m'emporte. Évidemment, des équipes, il y a en Amérique du Sud, c'est le Brésil et l'Argentine. Même les Paraguayens, Cerro Porteño, c'est pas extraordinaire. Ils vont finir sans doute, à part un miracle, c'est-à-dire il peut toujours arriver un miracle une fois tous les 10 ans, où il y a une autre équipe qui gagne. Et on me dira, t'as vu, cette équipe-là a gagné, t'as tort. Oui, mais dans la majorité des cas, ça va être les mêmes équipes qui vont gagner. Les Brésiliens et puis Boca River. Pour les autres équipes, ce qui reste, c'est l'émotion, les plaisirs autres qui peuvent venir, le fait de participer pour beaucoup, comme pour les Chiliens, comme on l'a vu, qui ont pu voir des matchs magnifiques, ou comme pour moi, pour Peñarol, qui a pu participer à un nouveau Maracanazo. Et même si on y a cru et qu'après il y a la déception, mais l'émotion reste. Voilà. C'est ça que tu retiens, l'émotion. Et bien écoutez, on va terminer sur ces belles paroles, ces magnifiques paroles. Merci monsieur Le Signe. Et en plus, j'allais faire mon romantique de base et avoir à peu près les mêmes propos en souhaitant voilà, à toutes ces équipes qui vont disputer ces 8e de finale de nous livrer énormément d'émotions, de beaux matchs, de beaux jeux, de beaux retournements de situation. Et que oui, ma foi, il y a encore beaucoup d'Argentins, énormément de Brésiliens. Mais que beaucoup trop de Brésiliens. Voilà, on sent un petit peu de fiel dans ces propos quand même. C'est des beaux propos, mais ils sont légèrement rances. Et bien malgré ce gros contingent, on a envie de vibrer pour ces Équatoriens, pour ces Paraguayens. Je rappelle, ces 8e de finale, des dates sont sorties, elles peuvent encore changer. Comme toujours en Amérique latine. Ces 8e de finale auront lieu donc le 23 et 24 juillet pour les matchs allés, les 30 et 31 juillet pour les matchs retour. River affrontera Cruzeiro, San Lorenzo affrontera le Cerro Porteño, l'Helio de Quito affrontera l'Olimpia, l'Atlético Paranaense affrontera Boca Juniors, Godoy Cruz s'opposera pour changer un peu d'affronter à Palmeiras dans un gros David contre Goliath. Grêmio, qu'est-ce qu'il y a à s'affronter, s'opposer, défiera, Grêmio défiera le Libertad paraguayen. Emelec tentera de renverser Flamengo et le Nacional tentera, je l'ai déjà dit, le Nacional essaiera de rejouer une finale historique contre l'International Porto Alegre. Eh bien écoutez, merci messieurs, merci Nico Delarroy. Merci à tous. Merci Nicolas Cougo. Merci Simon, merci à tous.
Merci Marcelin. Obrigado. Merci Simon, merci à tous. Et gracias Jérôme. Et bonne soirée à tous. Merci pour nous avoir accueillis une fois de plus. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut les amis!